Le bloc-notes de Raphaël Amselem tous les lundis dans le Grand Journal. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On démarre, Raphaël, avec cette vidéo repostée hier par le député La France Insoumise de Paris, Aymeric Caron. On y voit un juif britannique, une kippa sur la tête et un kéfier autour du cou. Il y explique avec un grand sourire que le sionisme est une idéologie colonialiste et qu'Israël crée de l'antisémitisme, je cite, en associant les juifs à des crimes de guerre. Qu'est-ce que vous inspire d'abord le choix d'Aymeric Caron de poster cette vidéo où l'on voit donc bien la manière dont la parole d'un juif qui est clairement identifié être instrumentalisée contre Israël? Bon, d'abord, c'est pas pour parler de M. Caron en soi qui nous intéresse, parce que la parole de M. Caron n'est pas très intéressante. C'est beaucoup plus parce que le fait qu'il relaye ce genre de propos me semble assez symptomatique d'une rhétorique largement diffusée dans une très grande partie des sphères de la gauche antiraciste et notamment aussi antisioniste. Et moi, je vois 4 problèmes à cette déclaration, enfin, au fait de relayer ça. D'abord, c'est l'idée d'attribuer une causalité tierce à l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est pas la faute des antisémites, c'est la faute de quelqu'un d'autre. De la même façon, lorsqu'il y a eu le 7 octobre, la violence du colonisé, d'abord la violence du colon. C'est toujours cette idée de déresponsabilité. Et en ce sens-là, on verrait presque l'antisémite remercier M. Caron. Ah oui, je suis désolé d'être antisémite, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'Israël. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est un discours qui attribue l'antisémitisme non seulement à une causalité tierce, mais il se trouve que cette causalité tierce, est juive. C'est-à-dire que c'est la faute de l'antisémitisme, c'est la faute des juifs qui sont en Israël. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et un État qui a été créé justement pour défendre les juifs contre l'antisémitisme. Oui, absolument. Mais c'est toujours cette idée qu'au fond, l'antisémitisme serait la faute de juifs qui sont ailleurs. Donc en l'occurrence en Israël. Bon, c'est un peu spécieux comme procédé d'attribuer la naissance de l'antisémitisme à des juifs. Le troisième point, c'est que c'est un discours qui indexe la publicisation et la diffusion de la parole des juifs à leur opinion politique. C'est-à-dire que M. Caron relaye la parole des juifs uniquement quand ça l'arrange et uniquement quand ces juifs-là sont d'accord avec lui. Et ça, c'est un problème récurrent, notamment la France Insoumise, mais pas que, de dire qu'on veut bien entendre les juifs, mais seulement si d'abord ils adhèrent à notre discours, entre autres sur le conflit au Proche-Orient. Et ça, c'est un discours qui fait fi absolument de tout le logiciel antiraciste, qui est de dire qu'on écoute la parole des concernés pour les concernés. Et ici, il suffit de voir avec quelle aisance et quelle facilité M. Caron et le reste de la France Insoumise sont capables de traiter le CRIF et d'autres personnalités juives de fascistes, d'extrême droite, à raison de leur sionisme, et puis donner la parole à des groupuscules, comme on le sait avec le groupe Tzedek, dont je ne renie pas l'existence et la légitimité à être les plus gros antisionistes de la Terre. Mais il se trouve que Tzedek, ils font à peine mignonne. Donc quand il y a un choix de M. Caron à privilégier une parole extrêmement minoritaire par rapport à une parole majoritaire, parce que ce sont des personnes avec qui il a un désaccord politique... Ce sont les vrais juifs pour lui? Apparemment. Enfin, il faudra lui poser la question. Mais le fait que systématiquement, les bons... C'est pas plutôt que les vrais juifs, c'est les bons juifs. Il y a clairement cette idée des bons et des mauvais juifs. Les bons juifs étant ceux avec qui on est d'accord ou non. Et un dernier point qui me paraît tout à fait fondamental, c'est que M. Caron a supprimé son tweet. Bon, dans la même continuité que Mme Hassan, qui avait supprimé son retweet sur les khazars et les sémites dont on a parlé effectivement la semaine dernière. Il se trouve que le compte que M. Caron a retweeté, alors j'ai vu ça sur Twitter, c'est un compte qui relaye du Rissen, qui est un néo-nazi, M. Blanru, un ex-Front National négationniste publié chez Soral, M. Cohen, qui est le meilleur ami de Soral, et M. Ritter, qui est un conspirationniste pro-Poutine et pro-Assad, ce qui montre très bien à quel point ce sont des rhétoriques délétères qui sont à l'œuvre quand on veut essayer de trier entre les bons et les mauvais juifs. On voit bien aussi quelles peuvent être parfois ces sources d'inspiration. Raphaël, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant, toujours sur cette question d'antisémitisme, sur la proposition de loi présentée la semaine dernière par Caroline Yadan et Aurore Berger, un texte soutenu par près d'une centaine de députés, notamment l'ancien président François Hollande, un texte contre, je cite, les formes renouvelées d'antisémitisme, notamment la nazification des personnes de confession juive. C'est une proposition de loi bienvenue, attendue, qui vient combler un manque.
Moi, je ne voudrais pas traiter cette proposition de loi sur l'aspect de l'intention. Je ne doute pas des bonnes intentions qui animent Madame Yaddan et l'ensemble des co-signataires de cette proposition de loi. Mais je crois qu'elle est absolument inefficace, pour plusieurs raisons. Je ne voudrais pas dire que l'expression de l'antisémitisme fait partie de la liberté d'expression. Il y a tout un débat en philosophie, est-ce que l'expression du racisme fait partie de la liberté d'expression? Moi, je ne le crois pas parce que le racisme et l'antisémitisme d'abord causent un préjudice moral lorsqu'il est émis. On est atteint et heurté par ces propos. Oui. Et surtout, la diffusion de paroles antisémites et racistes crée un écosystème dans lequel les personnes issues de minorités sont obligées d'adopter des comportements de protection, voire d'essayer de minorer leur visibilité dans l'espace public. Et un exemple très concret, c'est le nombre de juifs qui, aujourd'hui en France, cachent leur kippa parce qu'ils savent très bien qu'il y a des antisémites qui peuvent les attaquer. Donc je ne suis pas du tout partisan de l'idée de dire qu'il ne faudrait pas réguler et réglementer et punir surtout la parole antisémite. Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments. Dans le contexte actuel, je crois que ça n'aura pas d'autres effets que de confirmer l'idée qui est fausse, mais auprès des personnes qui y croient, que les juifs ont une attention particulière du pouvoir. Et donc on multiplie les textes de loi pour les défendre, pour les protéger, ce qu'on ne ferait pas prétendument pas pour d'autres communautés religieuses. Exactement, c'est cette idée du 2 poids 2 mesures qui nous attaque déjà beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que ça s'inscrira aussi dans une rhétorique qui est très diffusée, qu'on essaye de faire taire la critique d'Israël. Donc encore une fois, je crois que le contexte n'aide pas. Et puis troisième point, je pense que ce genre de loi est assez inutile, parce que l'antisémitisme fait avant tout partie de la conscience, de l'intimité, et l'État ne peut pas rentrer dans l'intimité. Donc, même si on augmente les peines, qu'on élargit le champ d'application de ce genre de dispositif, je ne crois pas du tout dans l'efficacité pratique. Et enfin, ça n'aurait pas d'effet dissuasif? Vous voyez bien à quel point aujourd'hui, toutes les lois sur l'antisémitisme qui ont été adoptées sont absolument inefficientes. Je dirais même, sans vouloir m'attribuer quoi que ce soit, que l'expérience a plutôt tendance à me donner raison sur l'inefficacité de l'idée qu'on va punir et réprimer la parole raciste. Et si vous voulez, moi je n'ai aucune envie de voir Madame Hassan ou d'autres être condamnés à une peine d'amende par un tribunal. Je préférerais qu'on arrête de leur donner la parole et que enfin le débat public prenne conscience que ce sont des personnes dangereuses. Mais si vous voulez qu'ils payent un petit peu ou un petit peu moins d'amende, bon, ce n'est pas très intéressant. Enfin, un dernier point qui a été souligné par M. Botorel, qui est député, qui a exprimé tout à l'heure sur Twitter pourquoi est-ce qu'il n'a pas co-signé cette proposition de loi. Et il a soulevé un point que je trouve absolument essentiel, c'est que l'article 3 de cette proposition de loi exprime l'idée que toute personne qui, sans y participer ou juger de façon favorable, minore, relativise ou banalise publiquement des actes terroristes, peut être puni par la loi. Et il pose une question qui est tout à fait juste. Qu'est-ce que ça signifie au fond, banaliser? Je prends un exemple. Est-ce que quelqu'un, une personnalité politique qui ne fait pas un tweet de condamnation sur le 7 octobre, est-ce qu'en soi, c'est banalisé? Bon, peut-être. Ce que je dis, c'est que c'est un champ d'application tellement large du point de vue de la loi qu'on peut arriver à une interprétation à ce point extensive qu'elle devient arbitraire. Donc je pense en plus de tous ces éléments, donc qu'elle est inefficace, qu'elle est rédigée d'une certaine façon qui n'est pas conforme à l'esprit de l'état de droit. Merci beaucoup Raphaël Absalem d'avoir été avec nous sur Radio J. Comme tous les lundis dans le Grand Journal, on peut réécouter votre bloc-notes, notamment sur notre chaîne YouTube. Très bonne semaine à vous et à lundi prochain. Très bonne semaine.